Générique. Sorti en 2001, l'œuvre de David Lynch, Mulholland Drive, est un chef-d'œuvre salué par la critique. Dans son scénario, David Lynch continue sa quête d'un récit qui déstabilise le spectateur, le fourvoie dans un onirisme fantastique pour lui raconter une histoire somme toute simple mais d'un point de vue unique. Un savoir-faire qu'il a développé dans les laboratoires que furent la série Twin Peaks et un autre chef-d'œuvre, Lost Highway. La première vision du film est très déroutante pour les spectateurs car la structure du récit tend à construire une œuvre mystérieuse. Le jury du Festival de Cannes n'aura sans doute pas eu le temps de s'imprégner du film, préférant pour la Palme d'Or La Chambre du Fils de Nanni Moretti et le Grand Prix La pianiste de Michael Haneke. Lynch aura droit à un prix ex aequo pour sa mise en scène. Si vous n'avez pas encore vu le film, restez encore un peu car si la suite de cette vidéo vous divulgacherait peut-être un peu trop le film, je vais vous fournir les indices que Lynch a bien voulu donner lors de l'une de ses éditions vidéo du film. Des éléments utiles pour porter attention aux détails significatifs pendant le visionnage. Les 10 conseils sont les suivants. Soyez particulièrement attentif au début du film. Au moins 2 clés sont révélées avant le générique. Observez bien lorsqu'un abat-jour rouge apparaît à l'écran. Parvenez-vous à entendre le titre du film pour lequel Adam Kesher auditionne des acteurs? Ce titre est-il mentionné à nouveau? Un accident est une chose terrible. Faites attention à l'endroit où se déroule l'accident. Qui donne la clé bleue et pourquoi? Faites attention à la robe, au cendrier, à la table basse. Au club Silencio, quelque chose est ressenti, on réalise quelque chose, les éléments se rassemblent, mais quoi? Camilla n'a-t-elle réussi que grâce à son talent? Faites attention aux détails autour de l'homme derrière Winkies. Où est Tante Ruth? Pour ceux qui vont découvrir le film pour la première fois, ces indices en main, je vous invite à revenir voir la fin de cette vidéo après. Ça tombe bien, le film est disponible sur Netflix depuis le 1er janvier. Bien. Ceux qui sont ici et maintenant, vous avez déjà vu le film ou vous préférez le voir en ayant des idées claires. Pour bien comprendre Mulholland Drive, il faut s'intéresser d'abord à sa structure. Dès lors, on peut comprendre qu'il s'agit en vérité d'un film ultra réaliste et pas d'une fantaisie onirique seule. La première partie commence sur des images d'une femme dans un lit. On comprendra plus tard qu'il s'agit de Diane, la blonde de la deuxième partie, et que l'on rentre dans son rêve. La deuxième partie commence après que Rita, la brune dans la première partie, a ouvert la boîte bleue, symbole du passage du rêve à la réalité. Juste après, le cow-boy signale à Diane qu'il est temps de se réveiller. Il y a donc 4 personnages pour 2 actrices. Naomi Watts interprète Betty dans le rêve de Diane et Diane dans la réalité. Laura Harring est Rita ou Camilla qui a perdu la mémoire dans le rêve. Je l'appellerai Rita dans la suite pour plus de simplicité. Et elle est Camilla dans la réalité. Et pour organiser l'interprétation, je vais vous parler d'abord de la deuxième partie, qui n'est pas un rêve, même s'il contient notamment dans le final une part du délire psychotique de Diane. Diane se réveille et offre un aspect beaucoup moins glamour que le personnage qu'elle incarne dans son rêve. Elle est sale, décoiffée, le visage torturé par les larmes, et sa détresse est perceptible. Une ex-petite amie de Diane passe chercher ses affaires, dont son cendrier piano, et l'informe que des enquêteurs ont demandé après elle. Son délire intervient et l'on aperçoit un instant Camilla dans sa cuisine. « Tu es revenu !» Puis elle explose en sanglots avant que l'on constate que Camilla n'est pas vraiment là. Diane repense à la série d'événements qui l'ont menée à ce point de désespoir.
Les scènes suivantes sont des flashbacks. On le sait car le cendrier de son ex est toujours sur la table basse. Camilla et Diane s'apprêtent à faire l'amour sur le canapé de Diane, mais Camilla lui annonce qu'elle souhaite rompre. C'est à cause de lui dit Diane. Le flashback suivant est encore antérieur à la rupture et nous amène sur un plateau de tournage. Le réalisateur utilise le prétexte de diriger son comédien pour embrasser Camilla, l'actrice principale du film, faisant même éteindre les lumières du studio pour ne carrément plus faire semblant. Cela sous les yeux humides de Diane, figurante sur le film grâce à Camilla. Diane est bouleversée doublement car on comprendra qu'outre son amour qui embrasse le réalisateur, elle était aussi en lice pour jouer ce rôle. Camilla ne renie pas son amitié envers Diane et l'invite dans la maison du réalisateur, désormais son petit ami, à un grand dîner. Pendant ce dîner, Diane est fragilisée et observe quantité d'éléments qui vont se greffer dans son rêve, vu en première partie du film, et nourrir son délire psychotique. Un homme, au regard dur et aux allures de mafieux, l'observe avec mépris. Est-ce un regard lubrique ou le reproche de sa relation passée avec Camilla? La mère du réalisateur acte par un geste de compassion l'échec de la carrière d'actrice de Diane, dont elle a écouté le parcours typique à Hollywood. Un homme habillé d'un chapeau de cowboy et d'une veste canadienne passe dans le fond de la pièce. Le réalisateur raconte avec amusement comment, lors de son divorce, il a gardé la maison et que sa femme a gardé le pool boy. Autant de détails qui marquent Diane et vont trouver une explication paranoïaque dans son rêve. Lorsque l'annonce du prochain mariage entre Camilla et le réalisateur intervient en fin de dîner, le dépit, la jalousie et la haine de Diane explosent. On la retrouve dans un diner Winkies où elle contracte un assassin pour tuer Camilla. Il lui montre la clé bleue qu'elle trouvera quand le contrat sera exécuté. Les derniers instants du film nous ramènent à la Diane déprimée, accablée par les remords et acculée par les responsabilités. Elle sait que les enquêteurs vont venir la questionner et qu'elle va craquer. La clé bleue est sur sa table basse. Camilla est bien morte. On frappe à la porte. Le délire de Diane prend alors le dessus et elle visualise le couple de retraités avec qui elle a voyagé pour Los Angeles dans son rêve, passer sous la porte et la pourchasser dans la maison. Elle se précipite dans sa chambre, se jette sur son lit, ouvre le tiroir de sa table de nuit, saisit un revolver et se tire une balle en pleine tête. Le film s'achève. Silencio. La première partie est le rêve que son esprit coupable et paranoïaque a conçu lors de sa dernière nuit. À la lumière de l'analyse de la deuxième partie, la première partie devient intelligible. Dans ce rêve, elle est une autre version d'elle-même. Betty. Ayant gagné un concours de danse dans sa jeunesse, Betty veut devenir actrice à Hollywood. Dans ce rêve, Camilla échappe au meurtre grâce à un accident de voiture sur Mulholland Drive. Amnésique, choquée, elle trouve refuge dans une maison en contrebas de la colline. C'est la maison de la tante de Betty, partie jouer dans un film au Canada. Betty va s'installer chez sa tante le temps de démarrer comme actrice et rencontre celle qui se présente comme Rita d'après un poster de Gilda qu'elle a vu dans la salle de bain. Naïve ou généreuse, Betty fait confiance à Rita. Elle ouvre son sac et découvre une importante somme d'argent et une mystérieuse clé bleue. Betty veut enquêter avec Rita pour comprendre qui elle est. Comme dans les films, dit Betty. Dans le même Winkies, que l'on verra en deuxième partie, l'homme que Betty a aperçu en tant que Diane lors de son accord avec le tueur raconte à un ami, ou son psy, la terreur qu'il vit dans son rêve récurrent dans ce diner. Projette-t-elle sa propre peur ou imagine-t-elle la peur que cet homme qui a pu être témoin du contrat? Diane imagine ensuite que l'homme qu'elle a embauché est incompétent en le décrivant s'empêtrer dans une situation rocambolesque lors d'un contrat précédent, se laissant ainsi l'espoir que Camilla n'a pas été tuée. Diane, au travers de Betty,
trouve des explications évidentes à son échec comme actrice. Une mafia impose sa loi à Hollywood. On voit le réalisateur fiancé à Camilla dans la deuxième partie, dans un meeting avec des mafieux qui lui imposent une actrice pour le premier rôle. Devant son refus d'obtempérer, on assiste à sa déchéance, le blocage de ses comptes bancaires, l'arrêt de son tournage, et sans que cela soit lié, elle jubile dans son rêve en imaginant la scène humiliante lorsqu'il a découvert sa femme avec le garçon de piscine. Un sac de muscles un peu rustre qui lui inflige une correction. Le but des mafieux étant d'imposer une autre Camilla, blonde, celle-là, alors qu'en un échange de regards avec le réalisateur, il était évident que le casting était pour Betty. Après l'intervention du cowboy, intégré dans le complot par Diane, le réalisateur embauche la Camilla du rêve. Autre explication à ces échecs, les incompétents à Hollywood. Lors d'un casting, Betty offre une performance qui éblouit toute l'assistance. Scénariste, producteur, directrice de casting sont enthousiastes. Mais le réalisateur n'est pas convaincu. La directrice de casting indique à Betty qu'il est cuit et que de toute façon le film ne se fera pas. Dans le rêve, toujours, Rita se rappelle du nom de Diane, normal dans l'esprit de Diane, car elle est forcément la première chose qui lui reviendrait à l'esprit si Camilla perdait la mémoire. Lorsque Betty et Rita enquêtent au domicile de Diane et rencontrent son ex, c'est une explication rassurante pour l'évocation aux enquêteurs qui cherchent Diane. Dans la maison, Rita et Betty découvrent le corps d'une femme sur le lit. On ne peut pas l'identifier, mais c'est un élément prémonitoire du destin de Diane. De retour chez la tante Betty, Rita se couche nue à côté de Betty. Elles font l'amour et Betty déclare « Je t'aime à Rita », attendant désespérément que Rita lui réponde. Dans ce rêve, Diane veut que son double, Betty et Rita, sa Camilla, soient amantes comme si leur amour était inexorable. C'est aussi un aspect ultra commun des rêves, avec une phase érotique. Dans la nuit, Rita réveille Betty pour l'emmener dans un club, le Silencio, où tout est illusion, le son étant totalement disjoint de l'action sur scène. C'est sur cette séquence sublime que Diane comprend qu'elle est dans son rêve. Betty est prise de tremblement, notamment par l'écoute de la chanson déchirante adaptée en espagnol et a cappella de Crying de Roy Orbison. À la fin du spectacle, Rita découvre la boîte bleue dans son sac. De retour à la maison de la tante Betty, elles veulent tester la clé bleue qui semble correspondre. Betty disparaît car la boîte va mettre fin au rêve, l'illusion se brise. Rita, la Camilla du rêve, disparaît à son tour après avoir ouvert la boîte. Diane va se réveiller et succomber à sa psychose par suicide. Certains films entretiennent le mystère avec une part de mauvaise foi. David Lynch est d'une honnêteté imparable dans Mulholland Drive. Il nous montre tout, il nous dit tout, il ne nous l'explique pas. Le spectateur prend l'histoire en cours de route, mais la construction est somme toute chronologique. Diane fait un rêve révélateur de son état psychologique. Dans un état de crise, elle se réveille et repense aux événements de ces dernières semaines. Confrontée à la perspective de devoir répondre à des policiers et d'être identifiée comme la donneuse d'ordre dans le meurtre de Camilla, elle vit un épisode psychotique et se suicide de terreur. La richesse de ce film, ce qui en fait un chef-d'œuvre pour l'éternité, c'est le talent de travail de David Lynch. La mise en scène commence avec l'écriture, la façon dont il couche l'histoire sur le papier anticipe sur la réalisation. Les deux parties font un tout, mais sont vraiment distinctes. La première fois que j'ai vu ce film, je n'ai pas tout compris, mais je n'étais pas le seul. Mais la force de Lynch est d'avoir su en faire, malgré la buée dans laquelle il laissait son public, un spectacle inoubliable et lancinant. Un objet à la plastique irréprochable qui devait laisser les spectateurs dans un état second. Il faut saluer Alain Sard pour avoir su croire en ce projet avec le studio Canal. Il faut rappeler que c'est une production française qui a permis au film qui devait être une série d'exister. Il serait facile de dire qu'avec David Lynch, il ne prenait pas beaucoup de risques. Toujours est-il
que personne d'autre ne l'avait suivi avant sur ce projet. Il y a de nombreux détails minutieux dans le film dont je n'ai pas parlé. Mon but était de vous aider à profiter pleinement du film en exposant les grands axes. Pour faire cette vidéo, j'ai lu pas mal d'articles, des papiers universitaires, surtout en anglais. J'ai aussi vu des vidéos dont j'ai retenu certaines idées. Je dis ça en toute transparence, car si j'avais compris les axes principaux, certains éléments restaient pour moi obscurs, tant le film est riche. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, la première d'une série que je veux étoffer avec des films d'un passé proche et lointain qui méritent d'être vus. Je vous remercie de l'avoir regardé. Querelle prépare des contenus quotidiens, encore une jeune chaîne qui a besoin de vous pour grandir. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et cela nous soutient énormément. Activez la cloche pour ne rien rater, likez si vous avez aimé et laissez-nous plein de commentaires et de suggestions. On lit tout, on répond autant que possible et cela nous permet de nous améliorer. Et si vous pensez que la chaîne le mérite ou du moins a du potentiel, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, aidez-nous à nous faire connaître. Moins on est petit, plus on est visible sur le radar de YouTube. Merci encore, portez-vous bien et que d'ici là, la force soit avec vous. Silencio. That I'd been crying over you, crying over you. Then you said so long, left me standing all alone and crying, crying.